Bonjour à tous. Donc, dans la dernière séance, on avait travaillé sur une liste d'exemples qui nous permettait d'entrer dans la question de l'aspect et de la valeur des temps. Et maintenant, je vais vous proposer un point théorique sur les valeurs temporelles et aspectuelles. Alors d'abord, je vous rappelle les éléments par rapport à la notion d'aspect. Une opposition régulière est essentielle entre accompli, la forme composée issue des temps du perfectum en latin, présentant un procès achevé au moment considéré, dont on envisage le résultat, accompli donc d'une part, et non accompli. C'est la forme simple, issue des temps de l'infectum en latin, et qui présente un procès saisi dans son accomplissement. Alors, les tableaux de conjugaison mettent en valeur cette opposition aspectuelle au niveau morphologique. Évidemment, certains aspects sont en lien avec les temps verbaux. C'est le cas des aspects qui opposent le perfectif et l'imperfectif. Par perfectif, on entend l'aspect pointant le fait que le procès est saisi globalement de l'extérieur. C'est le cas du passé simple. Pour l'imperfectif, on considère le procès en voie de réalisation. C'est le cas de l'imparfait. Cependant, une certaine élasticité est notable selon la valeur spécifique du temps considéré. C'est le cas du présent de narration ou historique qui est perfectif. D'autres aspects sont en lien avec le sens du verbe. Ils sont sémantiques et précisent les modes de procès. C'est le cas de l'aspect itératif qui marque la répétition d'une action. On peut prendre l'exemple du verbe sautiller par rapport au verbe sauter. C'est le cas aussi de l'aspect conclusif qui s'oppose donc à l'aspect non conclusif. Le procès étant orienté vers une conclusion, une fin en soi. C'est le cas pour acheter, tandis que souffrir ne bénéficie pas de cette orientation. On peut considérer aussi l'aspect ponctuel, une action qui, du fait du sens du verbe, ne peut se dérouler que de façon très rapide, très courte, très ponctuelle. C'est le cas pour éclater, tandis que marcher présente un procès intrinsèquement, a priori, sémantiquement, duratif. Les interférences entre aspects sont ainsi possibles, ce qui crée des effets stylistiques notables, et c'est cela qu'il faut évaluer en contexte. Pour ce qui est des temps, alors les temps du verbe peuvent déjà être considérés par l'opposition entre temps morphologique et temps chronologique. Le même terme est utilisé. À cause de l'ambiguïté en français du terme temps, qui est à la fois un concept répartissant chronologiquement la perception de l'existant, et d'autre part la forme grammaticale, on choisit souvent d'utiliser l'expression tiroir verbal pour désigner la forme grammaticale. C'est une expression d'Amourette et Pichon. Il est notable que les temps verbaux et les temps grammaticaux ne coïncident pas. Le déroulement d'un procès dans le passé peut être exprimé par le présent, le passé simple, l'imparfait, etc. L'imparfait peut s'employer dans des temporalités passées. Il n'avait pas de parapluie lorsqu'il plut. Dans la temporalité présente, s'il avait son parapluie, il ne prendrait pas l'eau. Avait exprime temporalité présente. Ou future, il ne serait pas mouillé s'il se mettait à l'abri. Mettait est orienté vers l'avenir. Le repère du chronologique a pour origine, pour ce qui est du temps, la situation d'énonciation, que l'on indique par T0. Situation à partir de laquelle est évaluée dans le temps
le moment du procès énoncé, que l'on peut noter T'. Il y a coïncidence entre les deux moments, c'est-à-dire simultanéité entre procès énoncé et énonciation, dans le cas du présent d'énonciation, ou bien il y a décalage entre les deux moments, antériorité ou postériorité du procès énoncé par rapport à l'énonciation, d'autant que d'autres éléments sont utilisés pour marquer le temps, notamment avec le présent. On utilise en général l'adverbe, hier, maintenant, demain, le complément circonstanciel de temps et la proposition subordonnée circonstancielle de temps. La valeur de base des formes verbales correspond au repère chronologique que l'énonciateur, à l'indicatif, décrit par le rapport entre le procès et le moment de l'énonciation. On oppose le système du discours, dans le cas où le repérage est celui du moment de l'énonciation, au système du récit, détachant vers le fictif le procès situé dans le passé de la situation d'énonciation. La valeur stylistique est le résultat de l'expressivité de la substitution d'un temps à un autre, déplaçant l'ensemble du système temporel. Cela constitue un écart par rapport à la valeur de base. Le présent pour le passé simple, dans un récit par exemple. La valeur modale est sollicitée pour traduire la prise de position du locuteur vis-à-vis de l'événement considéré. C'est le cas dans le système hypothétique, où l'événement est exclu de l'actualité de l'énonciation, c'est-à-dire qu'il est non actualisé, virtuel, peut-être potentiel ou irréel. Intéressons-nous maintenant au présent. Alors le présent, c'est le temps zéro. Il arbore la forme de base du verbe, non marqué. C'est l'absence de désinence proprement temporelle qui peut s'interpréter comme un vide sémantique permettant une pluralité de valeurs temporelles qu'établissent un adverbe ou un complément circonstanciel. La forme simple présente, par défaut, en dehors de tout élément s'y opposant, un procès en cours d'accomplissement. L'aspect est non accompli, tensif, c'est-à-dire tendu entre le début et la fin du procès, est souvent séquent, c'est-à-dire qu'il limite le procès. La forme simple présente un procès en cours d'accomplissement et un procès concomitant de la situation d'énonciation. C'est le sens du verbe ou les indications du contexte qui délimitent le moment et la durée du procès. Temps du discours, seuil entre passé et avenir qu'il présuppose, le présent évoque un événement présenté comme se produisant en même temps que l'acte d'énonciation, avec une coïncidence. Les verbes performatifs réalisent cette coïncidence de manière absolue, en créant l'acte lui-même, c'est-à-dire l'acte de langage, lors de l'expression à proprement parler. C'est le cas des verbes comme promettre, jurer, pardonner. Le présent momentané se rencontre pour les verbes perfectifs, limitant le procès dans sa durée. C'est le cas dans on m'appelle. Le présent actuel intègre le procès dans l'énonciation dont il dépasse les limites. L'extension est précisée par les compléments de temps. Le présent étendu est centré sur le point d'énonciation. Le présent omnitemporel permet de décrire une propriété de durée indéterminée, comme dans le chat à quatre pattes. S'il sert à l'expression de vérité générale, la valeur générale est emportée par les groupes nominaux à valeur générique, comme les déterminants définis.
l'article défini, le possessif à valeur de réfléchi, ou les déterminants indéfinis, comme dans Chacun cherche son chien. Ce présent est gnomique dans les proverbes ou permanent. S'il s'interprète comme se répétant régulièrement, il est dit itératif. L'interprétation des verbes comme perfectifs ou imperfectifs dépend alors du contexte et peut être évaluée par le test d'insertion. On peut voir l'exemple ci-dessous. Il se couche quand on se lève, tous les jours, peut être inséré. Donc on a un sens ponctuel, il se couche quand on se lève. Les verbes coucher et lever sont alors perfectifs. C'est un sens ponctuel de présent d'actualité. Soit on peut interpréter un sens itératif. Les verbes coucher et lever sont alors imperfectifs et on a un présent d'habitude et le test d'insertion de tous les jours fonctionne. La valeur de base du présent peut être dilatée par extension, opérant un décalage vers le passé. À l'oral, le passé proche encore actuel prend la forme d'un présent dans « je me rends juste compte de l'ampleur de la tâche » ou la forme d'un présent ou la forme d'un futur proche lorsqu'il est tourné vers l'avenir. Donc le procès à venir est actualisé, comme dans « je reviens tout de suite ». En contexte de récit, le procès situé dans le passé, coupé de la situation d'énonciation, prend la forme du présent historique ou de narration. Variante stylistique de l'imparfait ou du passé simple, dont la valeur est démontrée par le test de commutation, il crée un effet d'accélération ou de rapidité, voire de dramatisation. Dans l'exemple des fables, extrait des fables de La Fontaine, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure, un loup survient à jeun, donc on a un effet de dramatisation lié à l'emploi du présent. La variation soudaine pique l'attention du lecteur. Elle abolit le décalage entre le passé et le moment de l'énonciation. Le présent prophétique s'emploie pour évoquer le procès à venir, des prédictions ou des prévisions. Exemple célèbre dans l'Apocalypse, par exemple 21:11, elle, qui désigne Jérusalem, resplendit, telle une pierre très précieuse, avec resplendir au présent. Et une reprise dans Athalie, acte 3, scène 7, la pièce de Racine. Quelle Jérusalem nouvelle sort du fond du désert, brillante de clarté, et porte sur le front une marque immortelle, avec donc encore une fois un présent qui est orienté vers le futur. Dans le système hypothétique, il marque l'éventualité, et dans la modalité Jussy, il marque la volonté. Le présent traduit l'attitude de l'énonciateur par rapport à l'événement considéré. Si je perds, tu gagnes. Je souhaite qu'il vienne. Alors, le passé composé. Le passé composé est un temps qui, par son caractère composé, s'inscrit dans l'aspect accompli. Il marque l'antériorité par rapport au présent. Ce temps composé est symétrique du présent. Le tiroir verbal s'oriente vers le passé dans le discours s'il prend la place du passé simple, du récit, dans une énonciation historique, opposant récit et discours. Alors on peut étudier le passé composé à travers les types d'opposition qu'il entretient avec les autres temps. Alors une opposition d'abord aspectuelle,
avec un passé composé qui a une valeur donc accomplie, puisque c'est une forme composée. Et dans ce cas-là, il s'oppose au présent. Donc une commutation avec le présent permettra de mettre en valeur l'aspect du passé composé, puisque le présent lui marque l'inaccompli en tant que forme simple. Une autre opposition, c'est l'opposition temporelle. Alors dans cette opposition, la valeur du passé composé est de marquer l'antériorité par rapport au moment de l'énonciation. C'est donc un temps du passé. Par opposition au présent qui lui marque l'actualité, c'est-à-dire le moment de l'énonciation proprement parlé. On peut noter que cette opposition temporelle pose le présent en équivalence dans ses valeurs, où l'idée d'éventualité doit être marquée. L'achèvement, le futur proche et la vérité générale. Une opposition énonciative avec le passé composé employé dans l'énonciation discours, tandis que dans l'énonciation récit, qui est décroché de la situation d'énonciation, on emploie le passé simple. Une opposition de la manière de présenter un événement passé. C'est la caractéristique de passé composé comme séquent, résultatif, délimité, ponctuel. Donc le passé composé, lui étant non séquent, il s'oppose à l'imparfait qui est, lui, séquent, situé au sein de la situation d'énonciation. Tandis que l'imparfait, lui, présente le déroulement non délimité, l'habitude, à travers le procès exprimé. Alors, je vous propose de procéder de la même façon pour le passé simple, de l'analyser sous la forme des différentes visions, perceptions, datations, du déroulement, de l'orientation, de la durée du procès et des compatibilités sémantiques possibles avec les aspects dits lexicaux, c'est-à-dire les aspects liés au sens du verbe. D'abord, la vision, elle est synthétique et compacte. Le procès est vu d'un bloc. Cette vision permet d'introduire un repère temporel nouveau dans un récit au passé. Ensuite, la perception, elle est non séquente, globale du début à la fin, sans interruption. Il y a une individualisation du procès, ce qui permet de le situer au premier plan et de faire du passé simple le temps qui, dans un récit, permet d'énoncer les faits de premier plan. Ensuite, la datation. La datation se fait de l'extérieur par un complément circonstanciel ou une proposition subordonnée circonstancielle de temps, un adverbe de temps, autant d'outils qui donnent un repère temporel ou une durée au procès. Le déroulement est pour le passé simple délimité, puisque l'événement est considéré comme ponctuel. Il est coupé de la situation d'énonciation, puisqu'on est dans un récit, sauf dans le cas un peu spécifique de la vérité générale, où on emploie le passé simple comme un passé révolu limité temporellement. L'orientation est faite vers le terme final, d'où la succession chronologique d'un procès après l'aboutissement du précédent. La durée du procès dépend du sens du verbe, mais est toujours délimitable. Enfin, sémantiquement, le passé simple est compatible avec les verbes perfectifs, ponctuels, non duratifs, mais peu compatible avec les verbes imperfectifs,
puisqu'il impose des limites, et cela peut produire un effet de sens incoatif, c'est-à-dire d'une action considérée dans son commencement du fait des bornes, des limites qu'impose le passé simple. Pour ce qui est de l'imparfait, imparfait de l'indicatif, tout d'abord le procès situé hors de l'actualité présente du locuteur, la valeur temporelle qui est décalée dans le passé et la valeur modale possible hors de l'univers réel. Pour ce temps. D'aspect séquent, ce tiroir verbal marque que le procès est situé hors de l'actualité présente du locuteur et à partir des verbes précédents. Le passé simple construit le repère temporel du récit dans le passé, notamment. Verbes précédents sur lesquels il prend appui. Le procès est situé dans le temps passé. Juxtaposé aux autres faits, et non en succession chronologique comme avec le passé simple. Il construit l'arrière-plan. Même si la valeur temporelle domine, la valeur modale sous-jacente construit l'éventuel de la répétition dans le passé, quand pouvant être remplacés par à chaque fois que, ou l'hypothèse avec si. Les limites du procès ne sont pas envisagées, une partie de l'action étant déjà réalisée. L'autre partie est située dans la virtualité. Le passé simple envisage globalement le procès de l'extérieur. Même si le sens du verbe n'impose pas une durée intrinsèque, la continuité du déroulement induit un aspect duratif. Le déroulement du procès est envisagé de l'intérieur, dans son écoulement, même s'il n'est pas obligatoirement long. Dans le récit, l'imparfait est un temps anaphorique. Il s'appuie sur un repère temporel installé par un verbe antérieur ou une indication temporelle. Place les faits à l'arrière-plan. Commentaires, explications, descriptions. Introduit une rupture exprimée par le passé simple qui dissocie les deux parties. La partie initiale est réalisée, la partie virtuelle est annihilée. La juxtaposition des faits amène son emploi dans des passages descriptifs. La succession chronologique est possible alors si elle est induite par la relation entre les phrases, par un complément circonstanciel ou un mot de liaison comme puis. De nombreuses nuances d'opposition avec les autres temps, passé simple et temps composé, et avec le conditionnel dont il peut prendre certaines valeurs, sont à noter. Alors, je vous propose de les analyser sous la forme d'un tableau en opposant le cadre d'emploi et les valeurs temporelles dans un premier temps, puis les valeurs modales dans un second temps. Avec le passé simple, narratif au premier plan, la valeur de l'imparfait est d'un imparfait essentiellement descriptif. Si on a un procès passé unique, pour les verbes perfectifs surtout, la mise en relief du fait évoqué à la place du passé simple se fait par un imparfait dit narratif, un imparfait historique si l'importance porte sur la datation, ou un imparfait dit pittoresque si la volonté de dépeindre un procès comme dans un tableau est manifeste. Alors, dans le cadre d'emploi où il est analogue au présent, évoquant le futur proche, ou continuant le récit au-delà du texte, avec un effet d'écho, l'imparfait de perspective ou de rupture. Lorsqu'il est associé à un complément marquant la répétition du procès ou à un élément de contexte, on a l'imparfait d'habitude. Lorsque l'imparfait sert à transposer le présent dans le style indirect pour exprimer parole ou pensée, selon la règle de concordance des temps avec le verbe principal, discours indirect, ou avec le contexte passé, au discours indirect libre. C'est l'imparfait du style indirect, à proprement parler. La troisième personne à la place de la deuxième.
le rejet fictif dans le passé du procès, la prise de distance avec la troisième personne pour atténuer les paroles, comme un emploi modal. Tous ces effets peuvent être accompagnés d'un imparfait dit hypochoristique qui a pour objectif de créer un ton paternaliste, paternel, protecteur, on pourrait dire. Les valeurs modales se déduisent de plusieurs contextes. Si la partie virtuelle est privilégiée, laissant ouvertes toutes les perspectives, on a là un imparfait modal. Dans un système conditionnel, donc après si et avec l'emploi du conditionnel dans la principale, on est en présence d'un potentiel ou d'un irréel du présent. Dans un système conditionnel, avec un imparfait dans la principale pour produire un effet de causalité plus strict. On est là dans l'irréel du passé. Un complément circonstanciel ou une subordonnée circonstancielle dénotant un moment situé dans l'avenir par rapport au repère passé, ou une cause empêchant la réalisation du procès. C'est le cas de l'imparfait d'imminence contrecarrée. Le train déraillé si le conducteur n'avait freiné, par exemple. Le procès est envisagé comme déjà en cours de développement, ce qui augmente la dramatisation du récit. Avec si et une phrase de type exclamatif ou interrogatif, il s'agit du souhait, du regret, voire de la suggestion. Avec et pour ouvrir une perspective. Et Paul qui n'arrivait pas, par exemple. Un verbe de volonté dans la proposition principale et l'imparfait marque la politesse, l'atténuation de l'injonction. Alors voilà pour l'imparfait qui constitue un tiroir verbal particulièrement riche du point de vue de ses valeurs. On peut maintenant s'intéresser au plus que parfait qui correspond à l'imparfait. C'est une forme composée situant dans le repère temporel passé l'accompli et l'antériorité, notamment dans un système comprenant une principale et une subordonnée. Les emplois temporels et modaux sont symétriques de l'imparfait. Au style indirect, il correspond au passé composé du style direct, quand l'imparfait correspond au présent du style direct. On l'utilise dans un système hypothétique d'irréel du passé. De corrélation avec le conditionnel passé ou de remplacement du conditionnel passé pour construire une relation de causalité plus marquée, dans les énoncés exclamatifs avec si, par exemple, où il permet de marquer le regret, le reproche. Dans l'assertion et l'injonction atténuée, il permet une mise à distance en rejetant l'acte dans un moment passé. Le passé antérieur est aujourd'hui réservé à la langue écrite. Le passé antérieur est d'emploi restreint. D'aspect accompli, il présente un procès passé dans une vision globale. Évoque la rapidité du procès, notamment lorsqu'il est accompagné d'un adverbe, et réfère au début de l'état qui suit l'achèvement du procès. Employé en concordance, le passé antérieur marque l'antériorité, surtout dans les subordonnées temporelles en relation avec le passé simple. Le futur simple de l'indicatif, on peut s'intéresser à ce temps en observant et en distinguant les valeurs temporelles et les valeurs modales, notamment par rapport au cadre d'emploi, et un tableau peut permettre de mettre en avant ces particularités. Alors, le cadre d'emploi. Seul, avec adverbe ou complément circonstanciel, le futur indique le temps à venir. Une principale au futur, une subordonnée au présent, et là, le futur marque la probabilité. Une vérité générale
et le futur prend un caractère omnitemporel. En corrélation avec un temps du passé, le futur situe le procès près du point d'énonciation du locuteur. Futur d'anticipation ou de perspective. En biographie, il est d'usage abusif, notamment. En série, on a une succession chronologique des procès ou simultanéité. Pour ce qui est des valeurs modales, pour situer l'ordre dans le temps, il se déduit de l'assertion, c'est le futur injonctif. L'engagement du locuteur se marque au futur, c'est le futur de promesse. La réalisation du procès dans un futur indéterminé, c'est le futur prédictif. Une affirmation atténuée, s'appuyant sur la part d'incertitude de l'avenir, peut s'exprimer au futur d'atténuation. Le procès envisagé comme possible dans une exclamation, c'est le futur d'indignation. L'hypothèse d'un procès contemporain du moment de l'énonciation, en association avec une phrase au présent ou au passé, souvent avec le verbe être, c'est le futur de conjecture ou de supposition. Un certain nombre d'emplois sont en concurrence avec des semi-auxiliaires et des périphrases. C'est le cas de aller plus présent de l'infinitif, qui marque le futur proche, et donc l'imminence du procès. L'emploi d'un auxiliaire de temps lève le doute inclus dans la valeur du futur. Et être sur le point de, qui marque l'imminence, ou même devoir et pouvoir, qui respectivement marquent la probabilité et la possibilité. Le futur antérieur, d'aspect accompli, le futur composé, ou futur antérieur, marque l'antériorité par rapport au futur simple. L'emploi avec un complément circonstanciel permet d'exprimer l'achèvement d'une action à venir et la supposition qui porte sur le passé. Par exemple, il aura manqué son train, il revient déjà. Le conditionnel est notoirement classé parmi les temps, alors qu'il fut pendant un temps considéré comme un mode, que c'est là des valeurs modales et temporelles du conditionnel que je me propose d'étudier dans cette partie consacrée au temps. On distingue les valeurs modales et temporelles du conditionnel. D'abord, comme valeur temporelle, on note le futur vu depuis le passé. Le procès est repéré par rapport au repère temporel antérieur. Postériorité qui peut avoir lieu après le moment de l'énonciation. Par exemple, dans « Je pensais que Paul viendrait demain », on a une indication explicite du passé. Il s'agit du même emploi dans le style indirect libre, équivalent au futur. On considère l'opposition aspectuelle entre présent et passé, inaccompli, accompli, par le biais de la forme simple et de la forme composée. Comme valeur modale, on note celle de l'hypothétique, valeur de potentiel ou d'irréel, en concordance des temps. Conditionnel présent avec l'imparfait et conditionnel passé avec le plus que parfait. Ou en usage populaire fautif, par exemple dans « si j'aurais su » au lieu de « si j'avais su ». Dans ce cas, l'orientation du conditionnel est essentiellement vers l'irréel, sauf dans un contexte particulier. La condition peut être implicite et porter des effets d'atténuation, demande ou conseil atténué, opinion illusoire, éventualité imaginaire.
Une autre valeur modale est celle de l'information incertaine. La vérité non garantie par le locuteur porte une nuance de présent ou de passé selon la forme employée, forme simple ou composée du conditionnel, et une nuance de résultatif pour des verbes perfectifs au passé. Par exemple, le Parthénon aurait été restauré. Dans une interrogation oratoire, il porte une connotation. La question est dirigée vers une réponse plutôt négative ou marquant l'indignation du locuteur. J'aurais fait cela marque une indication assez forte contre la supposition sous-entendue par l'emploi du conditionnel passé. Donc avec le conditionnel, on peut considérer que l'ensemble des tiroirs verbaux, c'est-à-dire des temps de l'indicatif, ont été étudiés. Pour approfondir cette question, je vous recommande de reprendre la vidéo et les phrases d'études que j'avais proposées et ainsi de refaire votre propre analyse en vous appuyant sur cette fiche. Je vous remercie.